perspectives, les projections et puis surtout le retour, le fameux débrief sur les vœux du président de la République Emmanuel Macron. Avec nous, 3 éditorialistes qui chacun représente un peu un courant. Si on avait à dépeindre l'Assemblée nationale, alors on coupe en 3. On parlait de galette des rois, finalement on fait alors une part un peu plus à droite. Corinne Tapireau, conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents de l'école. Bonjour et bonne année, chère Corinne. Bonjour et bonne année à vous et bonne année aux auditeurs. Bon, on prend la part du milieu. On retrouve Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Bonjour. Rebonjour, vous étiez avec nous, mais je vous souhaite une bonne année. Deux fois, ça m'attend. La santé surtout. Voilà. Et puis alors la part de gauche, Dieynaba Diop, porte-parole du Parti socialiste. Bonjour et bonne année, Dieynaba. Bonjour, bonne année à vous ainsi qu'aux auditrices et aux auditeurs. Merci à tous les 3 de nous accompagner. Bon, on revient déjà sur les vœux d'Emmanuel Macron. Nous aurons les audiences dans quelques instants, mais vous l'avez entendu, la consultation auprès des auditeurs de Sud Radio est terrible. À 89% pour l'instant, nous n'avons pas regardé. Écoutez ce premier extrait qu'on va vous envoyer avec John Rakotozafi, notre réalisateur, le fameux mea culpa d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron revient sur la dissolution et il dit lors de ses vœux ceci. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité et j'en prends toute ma part. L'Assemblée actuelle représente néanmoins le pays, dans sa diversité et donc aussi dans ses divisions. Elle est pleinement légitime et dans cette configuration inédite mais démocratique, elle doit savoir dégager des majorités, comme le font d'ailleurs les parlements des grandes démocraties. Et notre gouvernement doit pouvoir tenir un chemin de compromis pour agir. Corinne Tapireau, au moment où vous entendez ça, vous regardez les vœux devant la télévision, vous vous dites « Ah, ça au moins c'est bien ou pas ?» J'essaye, hein. Oui, vous faites bien d'essayer. Mais j'ai un petit peu de mal à y lire un vrai mea culpa parce que lorsqu'il nous compare à d'autres grandes démocraties, on n'a pas les mêmes régimes politiques, on n'a pas le même mode de fonctionnement. Moi, ça m'amuse d'entendre tellement de gens réclamer la proportionnelle. On n'a pas la proportionnelle, on voit le bazar qu'il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais le mea culpa, Corinne Tapireau, quand même. Non, il dit qu'il en prend toute sa part. Ouais. Il dit pas j'ai fait une erreur. Il dit un peu d'humilité, il dit quelques mots, mais il a rien dit. Ça m'oblige à reconnaître, finalement, il dit que ça m'oblige à reconnaître, c'est pas une bonne... Oui, c'est ce qu'il peut pas dire devant tout le monde, c'est qu'il avait fait un calcul qui a été déjoué par Gabriel Attal, point à la ligne. Je crois que c'est aussi clair que ça. Parce que lui, sa stratégie, c'était d'avoir une majorité RN pour qu'il se plante et qu'on n'en entende plus parler. Gabriel Attal lui a scié la branche sur laquelle il s'était assis malencontreusement. Même question, même tentative de ma part. Dieynaba Diop, au moment où il dit ça, vous vous dites, bon, c'est honnête ? Non, c'est pas honnête. Enfin, j'y arriverai pas. Non, enfin, excusez-moi, mais le fait est, c'est que nous avons toujours un président de la République qui reste arrogant et qui finalement, en fait, renvoie vers l'Assemblée nationale une responsabilité qui est la sienne. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, moi, j'ai fait ce que je pouvais, je vous ai redonné la parole, mais eux, ils sont pas capables d'aller chercher des compromis, des consensus. Sauf que il reconnaît quand même, il reconnaît rien du tout. Ah, vous l'avez pas senti non. ça? Non. Moi, je trouve pas qu'il reconnaisse quoi que ce soit. En gros, il nous dit bon, vous êtes légitime. En fait, ce serait bien si vous étiez capable de trouver une majorité. Mais déjà, qu'ils soient en capacité, lui, de reconnaître le vote des Françaises et des Français et de respecter le vote du 7 juillet au soir. Il y a une coalition qui est arrivée en tête. C'est la seule coalition. On vous voit venir, Lucie Casté. Non, mais même pas Lucie Casté. Je dis simplement que la seule coalition qui est arrivée en tête, il lui nie le droit de pouvoir former un gouvernement. Dans n'importe quelle autre démocratie, on aurait donné la possibilité à la coalition en tête de former un gouvernement, de tester justement s'il a une majorité ou pas. Et si nous aurions été censurés, on l'aurait accepté. Mais là, aujourd'hui, il nous nie même ce droit. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien qu'il redonne la parole aux Françaises et aux Français. Mais si c'est pour piétiner ce qu'il dit, ça sert à rien.
Abel Boilly, ce sentiment d'arrogance, c'est ce qui ressort. Hein. Alors évidemment, Dieynaba Diop nous le dit, Corinne Tapiro aussi, sans vraiment le dire, mais on l'a compris, et les auditeurs de Sud Radio. Pourtant, il fait un mea culpa, mais on le trouve encore arrogant. Il y a une explication, docteur Abel Boilly? Merci, quel honneur. Moi, il y a quelque chose qui me fait sourire depuis hier soir. Tout le monde se jette sur le mot mea culpa. Emmanuel Macron, c'est un acteur de théâtre et c'est un joueur de poker. Emmanuel Macron avait perdu le pouvoir. Faut pas oublier que François Bayrou s'est imposé en tant que Premier ministre. Et quand on voit qu'un petit peu, il n'était plus le maître des horloges. Moi, j'ai pas entendu un mea culpa. Il a dit pour le moment. Oui, il y a Ensuite, pour le moment. Ensuite, il a dit pour l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il reconnaît qu'il y a de l'agitation, mais la partie n'est pas finie. Il se laisse encore la possibilité d'avoir raison à la fin. Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Ah oui, c'est pas un mea culpa du tout. Corinne Tapiro acquiesce sur le pour le moment. C'est vrai, c'est la réalité. Non, mais en plus, il est très intelligent, voire manipulateur pour le moment. Et à un autre moment, il a dit pour l'heure. Ensuite, il invite tous les partis à faire des compromis. Parce que qui dit qu'un politique fait un compromis, c'est s'affaiblir quelque part. Il veut que tout le monde s'affaiblisse pour reprendre le lead et redevenir le maître des horloges. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai senti. Ouais. D'ailleurs, il a même parlé de ressaisissement collectif, Exactement. que je trouve absolument hallucinant, parce que la France d'en bas, qui n'est pas dans les palais dorés, est ressaisie au quotidien. Je trouve qu'il a été étonnant. Je trouve extrêmement surprenant qu'il n'ait pas rappelé qu'il s'engagerait cette année pour la libération des otages français que sont Ouad Yalomi, Ofer Calderon et Boualem Sansal. Je n'ai pas entendu un mot là-dessus. Il a parlé de l'école en disant qu'il fallait une école des savoirs. On ne sait pas ce que ça veut dire, comme si jusqu'à maintenant on n'apprenait rien. Mais je trouve ça étonant parce que c'était des phrases toutes faites. 10 minutes 48 secondes, les plus courts de... c'est le seul point positif. Positif ou négatif? C'est le point positif. Dieynaba Diop, c'est positif. Pour une fois, on n'a pas... Oui, mais du coup, il oublie de dire des choses, nous dit Corinne Tapiro. C'est qu'il n'a pas eu un mot. Il n'a pas eu un mot pour les Françaises et les Français qui souffrent au quotidien. Il a parlé pour Mayotte pour les... Oui, mais Mayotte, il en a parlé, mais excusez-moi, mais la gestion telle qu'elle est aujourd'hui, ça arrive... Enfin, demandez aux Mahoraises et aux Mahorais, aux gens qui sont près d'eux, enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. Ça fait 12 jours qu'ils attendent. Vous avez quand même j'allais dire, une ancienne Premier ministre qui est aujourd'hui ministre de l'Éducation, qui tourne les talons. On en a parlé tout à l'heure, on y est revenu avec Maxime Troulot. Lorsque des enseignants lui parlent, moi j'ai été enseignante jusqu'à encore au 7 juillet, enfin je veux dire, c'est inadmissible. Vous avez quand même un Premier ministre qui a préféré aller au conseil municipal de Pau. Donc excusez-moi, mais à un moment donné, je crois qu'il y a aussi, on donne à voir une image, une parole politique qui entretient la défiance et qui entretient la distance entre celles et ceux qui au quotidien font de leur mieux. On a une parole qui est complètement déconnectée. Un décalage. Et je pense que c'est complètement. En plus du décalage, ce que j'ai noté, moi, qui m'a beaucoup amusé, c'est sur sa petite phrase. On va assurer la croissance tout en tenant ses déficits. On est un déficit record. Et ensuite, en accélérant, l'Europe doit accélérer en 2025. Il se cherche une place à l'Europe puisqu'il a plus de place en France. Nous y venons. Quelle transition, Corinne Tapiro. Pourtant, on n'a rien préparé. On n'a rien préparé. Écoutez cet extrait. Parce que on l'a bien compris, 10 minutes 48, il commence en off, hein, comme l'on dit dans le jargon professionnel, c'est-à-dire qu'il est derrière un clip, on ne le voit pas. Donc tout ça, c'est je me mets quand même en retrait, mais le seul moyen qu'il a finalement, ça vous fait rire quand je dis qu'il se met en retrait, mais le seul moyen qu'il a, c'est de réapparaître par ses prérogatives, l'international, donc un peu l'Europe, et comme l'Europe, c'est un peu la France, bah du coup, il reprend. Écoutez cet extrait. Les Européens doivent en finir avec la naïveté. Dire non aux lois du commerce édictées par d'autres, et que nous sommes les seuls à encore respecter. Dire non à tout ce qui nous fait dépendre des autres, sans contrepartie et sans préparer notre avenir. À l'inverse, il nous faut le réveil européen, réveil scientifique, intellectuel, technologique, industriel, réveil agricole, énergétique et écologique. Il faut pour cela aller plus vite. Prendre nos décisions plus rapidement, plus fortement en européen, simplifier nos règles pour nos compatriotes comme nos entreprises et investir davantage. Cela suppose une France qui continue d'être attractive, qui travaille et innove plus, qui continue de créer des emplois et qui assure sa croissance en tenant ses finances. J'y veillerai.
Alors, élément très important, bon, vous entendez des rires narquois autour de nous. Je le rappelle, 3 courants éditorialistes politiques autour de la table sur Sud Radio. Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Dieynaba Diop, porte-parole du Parti Socialiste. Corinne Tapiero, conseillère d'arrondissement. Et estampillé LR. Donc, 3 points de vue. Alors, c'est terrible, vous savez, pour nous, journalistes. Tiens, je vais parler pour mes confrères. On a toujours l'impression qu'on nous fustige parce que, oui, vous êtes un petit peu les attachés de presse d'Emmanuel Macron, mais comme tout le monde est contre autour de la table, je suis bien obligé d'apporter de la contradiction. Abel Boilly, il met la pression sur l'Europe. C'est louable cela, non? Il met la pression sur l'Europe, Frédéric. Emmanuel Macron, le pro-européen. Emmanuel Macron qui se couche devant Ursula von der Leyen. Emmanuel Macron qui, en plus, nous faisait croire, soi-disant, qu'on arrivait presque au plein emploi il y a encore quelques mois, alors qu'il n'y a jamais eu autant de personnes en dehors des chiffres de France Travail qu'aujourd'hui. Et dans leurs chiffres, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent tous les petits emplois précaires aussi pour dire qu'il y a des emplois. On se moque du monde. Et la France court tellement après l'Allemagne. L'Allemagne qui court après les États-Unis. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, qu'est-ce qui s'est passé? L'Allemagne a eu besoin d'avions pour renforcer son armée. C'est pas à la France qu'elle les a commandés, c'est aux États-Unis. Mais, donc mais quand il met la pression sur l'Europe, Dieynaba Diop, c'est l'occasion de dire aussi, souvent on nous rétorque que de toute façon on n'a pas les mains libres, ça se décide à Bruxelles. C'est pas mal, ça veut dire on va essayer de reprendre la main. Rappelez-moi quelle est l'influence et quel est le poids d'Emmanuel Macron à l'Europe. On l'a vu, à quel point il était influent sur le Mercosur, par exemple. On l'a vu à quel point il était influent aujourd'hui lorsque vous avez de plus en plus de pays. On parle de l'international qui est sa prérogative. Vous avez vu le nombre de pays en Afrique qui demandent le retrait des troupes françaises? Est-ce que vous avez vu à quel point la voix française, diplomatiquement, n'est plus du tout crédible? Mais ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Excusez-moi. Donc, vous savez, comme on dit, il cherche à détourner le regard. Puis moi, excusez-moi, mais nous allons y veiller, j'y veillerai. On nous avait vendu les Mozart de la finance. Nous avons une dette abyssale, sans aucune commune mesure par rapport au gouvernement précédent. Le Covid est passé, il a fallu aider les Français. Le Covid a bon dos. Le Covid a bon dos. Énormément de dépenses publiques. Arrêtez de vous moquer autour de la table. Je fais mon travail de contradiction. Ne vous moquez pas. Non, mais je pense qu'il faut aussi, je pense que l'humilité passerait déjà par reconnaître les erreurs qui ont été faites. 2, c'est sous son gouvernement, c'est sous sa coupe que le déficit, le budget de l'État a complètement dérapé. Et moi, qui suis aujourd'hui parlementaire, j'espère que les députés qui soutiennent le socle commun ne feront pas la même chose que sous le débat budgétaire précédent. J'espère qu'ils siégeront, parce qu'ils nous ont laissés en tête-à-tête avec les députés de l'extrême droite. Bon, Corinne Tapiero, sur l'international, Emmanuel Macron, il pèse quand même. Moi, j'ai vu cette photo avec Donald Trump d'un côté et Zelensky de l'autre à l'Élysée. Arrêtez, Corinne Tapiero, le président existe sur la scène internationale. Ne soyez pas non plus systématique. Il existe parce que lorsqu'on reçoit un chef d'État, on le reçoit à l'Élysée. Il faut préciser dans quel cadre aussi. Dans quel cadre? C'était pour Notre-Dame, c'était une invitation. Et préciser que le pape a refusé l'invitation. C'est peut-être pour d'autres choses aussi. Il a du mal à se déplacer. Ce qui m'étonne, c'est que à l'international, on est quand même assez ridiculisé. Il suffit de lire la presse internationale pour s'en convaincre. En Europe, il a servi l'Europe hier dans son discours, mais ce qu'il a oublié, c'est que la majorité des Français est contre cette construction européenne qui se fait contre eux et contre les peuples. Donc il y a une vraie difficulté. Et alors là où je suis pas d'accord avec Madame Diop, c'est concernant le Mercosur. Le Mercosur, c'est pas c'est pas un document qui vient de sortir. Ça fait des années qu'on en parle. Emmanuel Macron est président depuis 7 ans déjà dépassés. De quoi s'est-il occupé pendant 7 ans? C'est ce que dit exactement ce que j'ai dit. Parce que c'est exactement ce que j'ai dit. C'était il y a plus de 7 ans, il y a plus de 15 ans. Mais on est d'accord, j'ai dit, il n'a servi à rien. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs. Il n'a rien réussi à négocier
ou à avancer sur cette question. La seule chose qu'il a réussi à l'Europe, c'est imposer Van der Leyen. C'est tout. Voilà. Et voilà. S'il vous plaît, reconnaissons-lui d'arriver à faire ce matin sur Sud Radio à 8h50 le compromis entre 3 éditorialistes de 3 courants de pensée politiques différents. Il le fait quand même. Oui. Vous êtes d'accord, Corinne Tapiro, Dieynaba Diop et Abel Boilly. Je voulais maintenant vous solliciter sur cette année 2025. Ce nouveau gouvernement de François Bayrou. Il va y avoir le 14 janvier, le discours, éventuellement une possible censure le 16 janvier. Abel Boilly, la durée de vie estimée selon vous du gouvernement Bayrou. Allez-y. 3 mois et demi. Ah oui. Ouais, je pense que ça va pas durer. La faute à qui ? À Emmanuel Macron. Oh non, arrêtez. On en revient, mais bien sûr, mais tout est parti là, vous savez. C'est à François Bayrou de proposer quand même. Oui, là, mais on va encore se répéter, c'est-à-dire que, indépendamment d'être partisan ou pas de tel ou tel parti, Emmanuel Macron, il y a des européennes, il dit d'abord que ça ne concernerait que l'Europe et pas le quotidien français. Il dissout. Il aurait dû appliquer les résultats, comme ça a été dit, quitte à ce qui est censure, parce que quand même, on a perdu 51 jours. Donc on aurait même déjà été fixé par rapport à l'éventuel gouvernement du nouveau Front Populaire. Et on a perdu plus de temps parce qu'il a utilisé les JO comme paratonnerre. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? C'est hyper compliqué. Qui va faire des compromis dans ce cadre-là? Vous ne voyez pas de compromis possible? François Bayrou était censé tenter de créer un gouvernement qui va de la gauche à la droite. Mais il faut voir qui est-ce qu'il a pris à gauche. Hein. Je pense que vous êtes mieux, vous êtes mieux placé pour en parler. On est des gens qui ont quitté la gauche personnes qui ont critiqué, mais qui sont totalement décrédibilisées. Je n'ai rien contre eux, mais Emmanuel Valls, M. Rebsamen et Juliette Méadel. Voilà, exactement. C'est des gens qui ont quitté quoi. la gauche depuis très longtemps. Bon, Dieynaba Diop, j'en parlais avec Stéphane Troussel, qui était notre invité à ce même horaire vendredi dernier. Stéphane Troussel disait finalement, c'est François Bayrou qui n'a pas permis au PS d'y aller. Mais reconnaissons que le PS rate une occasion d'aller au gouvernement. Pardon ? Bah oui. Mais quelle occasion? Si vous êtes au gouvernement, vous pouvez agir. Non. Je vais vous dire pourquoi on ne peut pas agir. C'est très simple. Vous savez, vous avez beau être de gauche, quand vous êtes dans un gouvernement de droite, avec une politique libérale qui est exactement à l'opposé de ce que vous défendez et ce sur quoi nous avons été élus, je ne vois pas ce que vous allez y faire. Même sur certains secteurs, par exemple. Mais quel secteur? Au niveau du travail, je sais pas, le ministère du travail, de l'enseignement. Mais pourquoi faire? Excusez-moi. Vous n'aviez pas quelqu'un à gauche pour être ministre de l'Éducation nationale? Absolument pas dans ce type de configuration. Quels arbitrages? On n'y arrivera pas. Mais quels arbitrages allez-vous gagner avec un gouvernement qui est exactement à l'opposé de ce que vous défendez? Et si la France vous dit qu'on est un tiers à gauche, un tiers au centre, un tiers très à droite, vous êtes bien obligé de faire avec. Donc il faut y aller, il faut aller au charbon. Non, je n'irai pas au charbon dans un gouvernement qui ne me donnera pas la possibilité d'appliquer les propositions sur lesquels j'ai été élu et qui de toute façon n'auront pas la possibilité d'aboutir. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il faut renverser les choses. C'était à François Bayrou de faire une ouverture, et d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Quand on maintient Bruno Retailleau, d'accord? Oui. Quand on va chercher... Oui, mais ça, c'est le régalien. Non, mais quand on va se tourner vers Corinne Tapiro à droite, chercher Manuel Valls, elle demande ça, donc il faut bien que chacun ait ce qu'il veut. Non, nous, on a des mesures de sécurité, vous inquiétez pas. Nous aussi, on demande de la sécurité, parce que c'est la première des choses qu'on doit... C'est pas votre domaine de prédilection. C'est peut-être pas notre domaine de prédilection, mais je vous rappelle juste que nous gérons des communes, et que quand on gère une commune, on gère la sécurité et la tranquillité au quotidien. Excusez-moi, mais Manuel Valls, quand vous allez chercher Manuel Valls, vous allez chercher exactement l'emblème de tout ce que la gauche déteste aujourd'hui. Ouais. Donc vous n'êtes pas sur oui, mais là encore c'est fort, détestation, c'est violent. Bon, à droite en revanche, Corinne Tapiro, c'est violent, c'est factuel. Oui, mais un peu moins de violence, ça serait bien. Tiens, c'est mon vœu pour 2025. Voilà, c'est ça ce que je souhaite aux Français. J'aimerais bien aussi un peu plus de prise en compte du vote des Françaises et des Français. Ça, c'est votre vœu, c'est très bien, Dieynaba Diop. Corinne Tapiro. En revanche, les LR sont au gouvernement. Vous avez la main. D'une certaine manière, vous pouvez montrer ce dont vous êtes capable. Ça laisse augurer pour l'avenir plein de choses. On oppose le PS et les LR, deux partis de gouvernement. Vous, au moins, vous êtes un petit peu aux affaires. Oui, c'est formidable. Sauf qu'on va être aux affaires pour très peu de temps. Alors, c'est vrai qu'ils ont choisi le 14... 3 mois. Vous aussi, vous dites 3 mois? Ils ont choisi le 14 février. Moi, j'avais dit qu'ils passeraient... 14 janvier. 14 janvier. Oui, ça marchait pour le 14 février. Voilà. Je vous vois venir. La fête des amoureux, vous êtes une sentimentale. Il passera pas la Saint-Valentin à Matignon. En revanche, ce qui m'inquiète quand même, indépendamment des personnalités, je pense que c'est important d'avoir des personnalités fortes dans des postes
postes régaliens. Je pense que les personnes qu'il a choisies sont effectivement calibrées pour les postes, qu'il y ait un peu de cohésion entre l'intérieur et la justice n'est pas nuisible, au contraire. Pour l'éducation nationale, moi je suis absolument stupéfaite, je comprends pas du tout la nomination de Madame Borne à ce poste, surtout après avoir été Premier ministre, mais bon, ça c'est pas très grave. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on a un budget à construire. Et j'ai entendu le ministre de l'économie et des finances dire qu'il allait recevoir tous les partis pour connaître leurs lignes rouges. Alors je vais vous dire une chose simple. Il a dit, Éric Lombard d'ailleurs, qu'il écoutera tout le monde. Oui, très bien, c'est normal. Il va écouter les lignes rouges. S'il doit tenir compte de toutes les lignes rouges, j'ai bien peur que nous n'ayons pas de budget. Et j'ai bien peur que nous ne réduisons pas les déficits. Alors c'est très difficile, mais ce qui est surtout difficile et qu'on n'entend pas, c'est les réductions des dépenses de l'État. Il y a des tas de lignes sur lesquelles on peut réduire les dépenses de l'État. Oui, mais à commencer par le Haut Commissariat au plan là. D'accord. Tous mais ces trucs si vous dites, oui, mais si vous dites il faut réduire les dépenses, Dieynaba Diop va vous dire puisque c'est comme ça, on n'ira pas au gouvernement. Comment on fait? Faut les réduire. Ah mais on n'est pas contre le fait de réduire les dépenses. Ah. C'est pas le sujet. Mais comment? En augmentant les impôts? Non, c'est que nous, on dit qu'on veut bien réduire les dépenses, mais par exemple, effectivement, je pense qu'une simplification et une véritable décentralisation, il y a des choses à faire. Sur le train de vie de l'État, on demande aux Françaises et aux Français de faire des efforts, mais jamais on entend qu'il y a des efforts à faire sur le train de vie de l'État. Enfin, je suis désolée. Il va peut-être le proposer, François Bayrou. Eh ben, nous verrons. On verra. Voilà, on va aller pour aller au conseil municipal à Pau, par exemple. Abel Bouilly, c'est vous qui avez allumé la flamme. Vous avez dit 3 mois, pas plus, personne ne vous a contrarié. Le compromis politique, est-ce qu'il est possible en France? Vous présidez une association Tous Uniques, Tous Unis, c'est le moment de justifier votre naming. Je vais parler un petit peu, avant de répondre à votre question, j'aimerais parler du sujet qui me concerne, parce que moi, mon fer de lance, c'est la jeunesse, avec plus de 400 interventions par an sur beaucoup de territoires, et la jeunesse qui est en décrochage social, scolaire, professionnel, culturel, mais qui veut s'en sortir et qui en a marre d'être stigmatisée. Tous ces altermoiements au niveau du budget, on ne se rend pas compte de la casse que ça va produire, parce que vous avez beaucoup d'associations, vous avez beaucoup de dispositifs d'insertion et de réinsertion qui dépendent des financements de l'État, qui ne savent pas comment ils vont fonctionner en 2025. Et moi, Robert Ménard nous en parlait, maire de Béziers, il préfère annuler ses vœux comme beaucoup. Exactement. Parce qu'ils ne savent pas sur quoi. Et moi, j'ai plusieurs partenaires qui m'ont appelé parce qu'ils sont obligés de refuser des entrées de jeunes, parce qu'ils ne savent pas quel va être l'état des finances des structures en question. Et ce sont des jeunes qui peuvent sortir des réseaux du narcotrafic et qui veulent revenir dans le droit chemin. On a des jeunes filles qui sortent des réseaux de prostitution des mineurs qui veulent revenir dans le droit chemin, à qui on dit non, on ne peut pas vous recevoir. Il y a des parents qui sont désemparés. On ne voit pas tout ça. Nous sommes malheureusement dans une société où les jeunes perdent leur enfance trop tôt et les adultes restent des enfants trop tard. Et malheureusement, ce jeu mortifère dans lequel Emmanuel Macron nous a tous plongés est en train de détruire une partie de notre jeunesse. Bon, d'accord. Alors, il faut avancer tous les trois. C'est le moment de conclure. Vous nous avez dit courte espérance de vie de ce gouvernement Bayrou. Qu'est-ce qui nous attend en 2025? Une autre dissolution? Une démission du président de la République? Qu'est-ce qui nous attend? Très court, chacun autour de la table, chacune. Dieynaba Diop. Je ne sais pas s'il y aura une dissolution ou il y a même une démission, parce qu'en fait, vous parlez de décisions qui n'appartiennent qu'à Emmanuel Macron. Et bien habile celui qui sait ce qu'il prépare. Moi, ce que je sais, c'est qu'en tant que parlementaire, je travaillerai sur le budget, nous ferons des propositions, nous chercherons des chemins de concession et de compromis, parce que les Françaises et les Français et notre économie a besoin d'un budget. Mais la balle est dans le camp du gouvernement et de sa majorité. Abel Bouilly. Tant que le gouvernement... Même question, vous l'avez bien entendu, tant que vous me répondez à ma question cette fois-ci. Pour rebondir sur ce que vient de dire Dieynaba, tant que le gouvernement et sa majorité restent têtus, qu'est-ce qui nous attend? C'est le flou politique. Et cette ambiance qui est mortifère, qui est anxiogène. Une autre dissolution en juillet, on ne sait pas. Mais surtout qu'en plus, là, on n'est que dans la gestion. Il y a les municipales en 2026 et les présidentielles en 2027. Donc, le flou n'est pas fini. Corinne Tapireau, vous attendez à quoi, si ce n'est le pire? Personnellement, je m'attends à rien. C'était donc le pire. Et peut-être une dissolution, parce que tel que Emmanuel Macron s'est présenté aux Français depuis 7 ans,
Je ne le vois pas démissionner, parce que c'est un aveu d'échec et que ça, c'est le genre de choses qui fait pas partie de son logiciel. À moins qu'il attende que les constitutionnalistes se prononcent sur le fait de savoir si en démissionnant avant la fin de son mandat, il pourra se représenter pour un autre mandat. Mais je ne le vois pas démissionner et je pense que on va aller de gouvernement en gouvernement et en tout cas, il faudrait quand même qu'il fasse un budget. Ce serait important. Merci à vous. Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement estampillée LR à Paris. Dieynaba Diop pour le Parti Socialiste, parlementaire, porte-parole. Et puis Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Merci à vous trois de nous avoir accompagnés. Les auditeurs réagissent à vos propos dans un instant. Au vœu d'Emmanuel Macron. Il est 9h sur Sud Radio. Dans un instant, les infos.